Sans en être le cœur, le droit de la concurrence constitue une partie importante de l'accord d'association entre la communauté européenne et la République de Tunisie, c'est l'intitulé de l'accord. Comme de nombreux accords qui lient l'Union européenne et les États de la rive sud de la Méditerranée, cet accord étend les règles européennes à des États qui ne sont pas, peut-être pas encore, membres de l'Union européenne. Souscrit en 1995, l'accord qui nous intéresse repose, je cite l'exposé des motifs, sur l'importance des liens traditionnels existant entre la communauté, ses États membres et la Tunisie, et les valeurs qui leur sont communes. Cet accord ajoute ensuite, je cite toujours, que la communauté, les États membres et la Tunisie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, le partenariat et le co-développement. C'est dans ces buts que son article 36 encadre les pratiques anticoncurrentielles qui sont susceptibles d'affecter les courants d'échange entre les deux rives de la Méditerranée. Cela tient, comme le doyen Bakouche l'a expliqué dans son rapport introductif, à ce que le point de départ des auteurs de l'accord est l'idée selon laquelle la concurrence a des effets positifs. C'est une vertu, nous a-t-il dit, au point qu'en droit tunisien, je le cite encore, l'efficacité a été constitutionnalisée. Bien entendu, l'accord de 1995 n'est que la première pierre d'une importante construction. Il fait en effet aujourd'hui, actuellement, l'objet d'un cycle de négociations en vue de conclure un accord de libre-échange complet et approfondi, c'est ce qu'on appelle l'ALECLA. Comme le rappelle l'argumentaire du colloque que j'ai l'honneur de conclure, celui-ci, je cite l'argumentaire, tout en rénovant le cadre juridique relatif aux règles de concurrence, devrait prendre en compte les impératifs découlant de la transition démocratique. L'article 36 de l'accord d'association se situe au sein du titre 4 de cet accord, qui est intitulé « Paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques ». Il constitue le premier des 6 articles du chapitre 2 de ce titre, chapitre 2 qui est lui-même intitulé « Concurrence et autres dispositions économiques ». Les termes qu'il emploie sont très proches des termes que l'on connaît en droit de l'Union européenne. Si on lit le début de l'article 36, je vous fais l'économie de la lecture totale qui fait plusieurs pages, mais si on lit simplement le début de cet article 36, on lit les choses suivantes. Petit 1 sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la communauté et la Tunisie. Petit a, tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Petit b, l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble de territoire de la communauté ou de la Tunisie ou dans une partie substantielle de celui-ci. Petit c, toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les spécialistes du droit de l'Union européenne ici reconnaîtront les manières de construire des phrases, reconnaîtront le vocabulaire qui est utilisé. On a des termes ici qui sont très proches du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des traités qui leur sont antérieurs. L'article 36 reprend ainsi les règles européennes qui sont relatives à la concurrence. Interdiction des ententes, interdiction des abus de position dominante, interdiction des aides d'État qui menacent de fausser la concurrence, qui affectent les échanges. Cet article 36 est complété par un article 37 qui prévoit, je cite, que les États membres et la Tunisie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au sein du GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial. L'accord étend ainsi le droit européen de la concurrence à la Tunisie. Cette extension résulte non seulement des dispositions du texte qui vient d'être cité, mais aussi des conditions dans lesquelles ces dispositions doivent être interprétées. Le paragraphe petit 2 de l'article 36 précise en effet, je cite encore, que toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la communauté européenne, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé. Comme l'a indiqué le doyen Bakouche dans son rapport introductif, le champ du droit européen de la concurrence est ainsi étendu à la Tunisie. Dans l'argumentaire du présent colloque, les organisateurs ont pour leur part indiqué, je cite, que le renvoi fait par l'article 36 au droit européen de la concurrence est un exemple édifiant de l'absence d'une norme multilatérale. Cet article fait du droit européen une norme de référence pour le droit tunisien. D'ailleurs, l'article 52 du même accord crée une dynamique d'harmonisation fondée sur une approche centripète, en vertu de laquelle le droit tunisien doit se rapprocher du modèle européen. Après avoir écouté les passionnantes communications qui ont été prononcées hier et aujourd'hui, faut-il leur donner raison? Au regard du droit européen, primaire et dérivé, comment le droit tunisien de la concurrence pourra-t-il évoluer? Pour répondre à ces questions, il conviendra de s'intéresser aux modalités de la concurrence, puis aux difficultés de la concurrence. L'accord d'association et les modalités de la concurrence. Traiter les questions des modalités de la concurrence implique de s'intéresser aux aspects institutionnels du droit de la concurrence,
puis à ses aspects matériels. La mise en œuvre institutionnelle de la concurrence. Comme l'a rappelé Bassem Karaï, la concurrence, ce n'est pas seulement des règles, c'est aussi une culture. Cela implique en premier lieu qu'il y ait une autorité de contrôle chargée de promouvoir, chargée de diffuser cette culture. Cette autorité de la concurrence, avons-nous appris hier et aujourd'hui, doit être décentralisée. Dans sa communication, Bassem Karaï a insisté sur la nécessité de la décentralisation. Il a indiqué qu'en droit de l'Union, il doit ne pas y avoir de renvoi systématique à la Commission européenne, qu'il ne s'agit pas de la saisir de toute question qui est relative à la concurrence. Et il a consécutivement regretté qu'en Tunisie, je le cite, on reste trop répressif de manière centralisée. Selon lui, il faut externaliser l'autorité de la concurrence, ce qui est appelé Conseil de la concurrence au droit tunisien, et la rendre indépendante. Il a proposé finalement de projeter le modèle européen. Reprenant le modèle français, Samuel Benisty l'a rejoint. Il a en effet insisté lui aussi sur la nécessité du fonctionnement décentralisé. Selon lui, c'est d'ailleurs ce fonctionnement décentralisé qui permet pour la France une certaine autonomie par rapport au droit de l'Union européenne. L'autorité de la concurrence doit par ailleurs être indépendante. Hatem Abbès a brillamment insisté sur cette nécessité. Après avoir rappelé que la concurrence doit concerner les règles de politique de concurrence, il a indiqué que ce doit également être le cas des organes. Il en a conclu qu'il faut confier la tâche à des autorités indépendantes. De son point de vue, le Conseil tunisien de la concurrence peut poser des difficultés. Celles-ci tiennent à ce qu'il a appelé son statut bivalent, la question des fonctions contentieuses et consultatives. Ceci tient aussi au fait que ces avis sont des avis non conformes, et ceci tient surtout à son absence d'autonomie financière. En Tunisie, nous a-t-il dit, le Conseil est passé à côté de la révolution opérée ailleurs. Celle-ci concerne par exemple les aspects matériels de la concurrence. La mise en œuvre matérielle de la concurrence. La révolution tunisienne est ici antérieure à l'accord que nous étudions. Comme l'a rappelé le doyen Bakouche, le premier dispositif tunisien sur la concurrence date de 1991, c'est-à-dire avant l'accord de 1995. Cette révolution concerne l'État et l'entreprise. L'État tout d'abord. Comme l'a rappelé Bassem Karaï, l'État tunisien doit ne pas altérer la concurrence. C'est ce qui explique en premier lieu qu'il doit ne pas octroyer d'aide, et nous a-t-il dit au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. J'avais prévu ici le discours fleuve sur les aides d'État, mais je vais y renoncer vu l'heure avancée. Dans sa communication intitulée « État et droit de la concurrence », Mme Amami Marchi a indiqué pour sa part que l'État devrait normalement être en dehors de la sphère de la concurrence. Ceci étant, cela ne signifie pas que l'État n'est pas affecté par le développement du droit de la concurrence. En Tunisie, le nouveau cadre qu'elle a étudié en témoigne, qu'il s'agisse de la loi de 2015, mais aussi du décret de 2014 sur les marchés publics, ou encore, bien antérieurement, de la loi de 1900. Alors je pense qu'il y a une erreur ici sur la date que j'ai notée, 1995 sur les partenariats publics-privés, c'est plutôt 2015, effectivement, c'est ce qui me semblait. Et elle nous indiquait ici que nous assistons à une mutation de l'État régulateur et alors l'État joueur, effectivement, j'ai également tiqué sur cette expression, je propose ici la question de l'État opérateur. C'est ce qui nous amène en tout cas à la question de l'entreprise. Étudiant l'entreprise à l'épreuve des règles de concurrence, Mme Jamoussi a indiqué pour sa part, je la cite, qu'il faut gagner sans tricher. Traditionnellement, cela signifie plusieurs choses qui ont été rappelées par le professeur Peruzetto. Pas d'entente, pas d'abus de position dominante. Et puis là aussi, j'insiste, pas d'aide d'État, ou en tout cas pas d'aide d'État incompatible avec le bon fonctionnement des échanges. Madame Jamoussi a indiqué en outre qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'état de dépendance. Elle a indiqué qu'il faut également veiller à la question, qu'il faut également contrôler la question des pratiques des prix. Si l'État et l'entreprise doivent ainsi s'adapter, il faut toutefois ne pas appliquer béatement le droit de la concurrence, nous a dit le professeur Peruzetto. Quid par exemple de la délation, quid par exemple de ce qu'elle a appelé les antivaleurs. Au-delà, je partage l'idée avec elle, selon laquelle le choix d'une politique de concurrence est porteur de valeurs, par rapport à une politique, par exemple, qui serait une politique tout simplement de non-concurrence. Ce sont des valeurs politiques, ce sont des valeurs sociétales. Le droit, en effet, n'est pas qu'une technique, loin de là. En d'autres termes, il faut tenir compte de ce que, comme l'a dit Mme Jamoussi, trop de concurrence tue la concurrence. Autrement dit, si elle semble vertueuse en soi, la concurrence peut poser des difficultés. L'accord d'association et les difficultés de la concurrence. Ces difficultés sont d'ordre matériel et intellectuel. Les difficultés matérielles de la concurrence, d'abord. En Tunisie, le développement de la concurrence pose deux difficultés. La première difficulté appelle la réponse suivante. Il faut moderniser le régime de la concurrence et il faut favoriser les investissements.
Bassem Karaï a indiqué dans son intervention que l'objectif de modernisation est sous-jacent par le renvoi au droit de l'Union européenne. Il a mentionné à cet égard la nécessité de développer les transactions, de développer les programmes de clémence, de développer également les immunités. En d'autres termes, selon lui, il faut injecter des moyens alternatifs. Mais encore faut-il qu'il y ait des investissements. C'est le maillon faible de l'accord, nous a dit Néji Bakouche. Comme l'a indiqué Nicolas Lignol, en effet, sans investissement, pas de développement. Ces investissements sont nécessaires. Ils sont nécessaires non seulement pour la Tunisie, mais également pour l'Union européenne. Économiquement, l'investissement est nécessaire pour les deux. Il faut supprimer par ailleurs les obstacles, favoriser les transferts de technologies, et ce, d'autant plus que, nous a indiqué Nicolas Lignol, l'OMC ne s'intéresse pas à ces questions. Le secteur informel constitue une seconde difficulté, qui a été mise en exergue par le doyen Bakouche. Je le cite. La révolution a entraîné un affaiblissement de l'État et a permis le développement du secteur informel. Notamment, les entreprises organisées et transparentes supportent la charge avec leurs salariés. Il s'ensuit une concurrence déloyale. Dans une intervention éloquente, pour reprendre les termes du président Karaï, Madame Hamami a également insisté sur le problème du secteur informel. Il fausse le jeu compétitif, ce qui semble d'autant plus gênant que ce secteur informel semble faire l'objet d'une certaine tolérance. Sans parler bien évidemment par ailleurs de la compétition internationale qui a été mise en exergue et par le doyen Bakouche et par le professeur Peruzzetto, sans parler également des difficultés intellectuelles. Les difficultés intellectuelles de la concurrence, elles sont au nombre de deux et elles sont loin d'être faciles. Elles sont en effet les suivantes. Premièrement, faut-il des règles de droit? Deuxièmement, quid de la souveraineté? Faut-il des règles de droit? La question a été débattue. Madame Jamoussi a indiqué par exemple que les juristes, je la cite, cherchent la perfection des textes juridiques. Bassem Karaï a indiqué pour sa part que pas de compétitivité sans compétition, pas de compétition sans règles. Réguler, la concurrence doit être au service du libre-échange pour permettre la constitution d'un véritable marché intérieur. Bassem Karaï a insisté ici sur la nécessité d'une convergence normative. Ceci étant, comme l'ont rappelé plusieurs intervenants, la logique économique l'emporte très souvent, trop souvent j'ai envie de dire, sur la logique juridique. Réagissant à l'intervention de Nicolas Lignol, le doyen Bakouche a posé la question suivante: n'est-on pas en train de faire du juridicisme? L'investissement ne se décrète pas, ce n'est pas par les textes qu'on favorise l'investissement. Allant plus loin, il Freira a insisté sur les risques de complexification et a indiqué notamment que l'investissement ne dépend pas du droit. D'autres limites aux règles de droit ont enfin été soulignées par M. Rabia. C'est par exemple la question des voies d'exécution. Comment la Commission européenne, par exemple, par ailleurs, peut-elle enquêter en dehors de l'Union européenne? Ceci étant, M. Rabia a également rappelé qu'il existe des exemples d'intervention de la Commission qui a pu interdire des concentrations en dehors de l'Union européenne. Il a également montré ici comment pouvait s'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice, ce qui pose le dernier problème, la question de la souveraineté. Étudiant l'alchimie et rappelant les difficultés auxquelles fut confronté le roi Midas, Nicolas Lignol a indiqué au sujet des rapports complexes à la souveraineté qu'ils sont bouleversés par l'accord d'association. En écho, M. Rabia a pour sa part mentionné l'obsession de la souveraineté. Selon une logique similaire, en employant d'autres termes peut-être moins adaptés, M. Obama a indiqué pour sa part que la question des compétences apparaît comme majeure, comme fondement de toutes les problématiques. Il s'est intéressé à cet égard à sa dimension interne et à sa dimension externe. Néji Bakouche, enfin, a indiqué que l'article 36 de l'accord d'association bouscule la souveraineté, et il s'est posé la question de savoir si finalement l'accord n'est pas simplement un contrat d'adhésion. Comment répondre à cette dernière question? Tout dépend en réalité du but poursuivi. S'il s'agit pour l'Union européenne d'imposer unilatéralement un modèle, sa démarche ne pourrait être que critiquée. S'il s'agit de promouvoir la paix, d'éviter la guerre, comme l'a rappelé Peruzzetto, sa démarche ne pourrait être qu'approuvée. Sans doute sommes-nous aujourd'hui au milieu du gué. Dans une brillante réflexion juridique, pour reprendre les termes qu'il a employés, Samuel Benisti a rappelé que le droit français s'est jadis trouvé dans la même situation que le droit tunisien aujourd'hui. Par suite, le droit tunisien ne sera pas éternellement inféodé au droit de l'Union européenne. Cette absence d'inféodation, bien entendu, ne signifie pas l'absence de coopération. Dans ce cadre, si la Tunisie doit continuer les réformes, l'Union européenne doit pour sa part amplifier sa politique de voisinage et faire en sorte que la notion d'espace de prospérité partagée devienne enfin une réalité, puisse le futur, à l'écart, y parvenir.